Pèlerinage 2012, le train déjà en marche demeure condition pour les 1077 Maliens de la filière gouvernementale. Un défi à tenir selon les deux ministres en charge du secteur. Présidentielle américaine, dernière ligne droite pour les démocrates, Barack Obama s'engage pour un second mandat dans le seul but de parachever ce qu'il a entamé en 2008. Le changement avec cette fois-ci, Yes, we still can. Week-end sportif palpitant, les Aigles du Mali plus que jamais dans l'obligation de faire un bon score à domicile face aux Zèbres du Botswana. L'œil de Ousmane Daou, l'un des spécialistes maison dans ce journal. Nous sommes vendredi 7 septembre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. En ouverture de ce journal, ce télégramme de condoléances du président de la République par intérim, télégramme adressé au roi du Maroc suite à l'accident d'un bus dans son pays, accident qui a fait 42 morts. Et en cette douloureuse circonstance, le président de la République par intérim exprime à sa majesté, au peuple marocain, les condoléances les plus émues et souhaite un prompt rétablissement aux blessés de cet accident. Ils sont à la date d'aujourd'hui 1077 pèlerins inscrits pour le voyage des lieux saints de l'islam. 2 350 407 francs. C'est le coût du voyage pour la filière gouvernementale. Et pour se rendre compte du bon déroulement des préparatifs du pèlerinage, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et celui en charge des affaires religieuses et du culte se sont rendus à la maison du Hajj pour discuter avec la direction générale, le personnel et bien entendu les agences de voyage. Mahamadou Doumbia, compte rendu. À la maison du Hajj, les préparatifs du pèlerinage 2012 à la Mecque vont bon train. Et pour se rendre compte de cette évidence, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, accompagné par celui en charge des affaires religieuses et du culte, ont discuté avec la direction, visité l'ensemble des infrastructures et les stands alloués aux agences de voyage. Nous allons essayer de faire en sorte que le reste des préparatifs à faire puisse se faire dans d'aussi bonnes conditions. Il y a des sessions de formation qui permettront de donner toute l'information par rapport à la sécurité, par rapport au déroulement et par rapport à toutes les procédures qui doivent être accomplies ici ou pendant le pèlerinage. Ça permettra de rassurer les pèlerins. Il y aura aussi une forte délégation d'encadrement financée par le gouvernement. L'encadrement va comporter une 50aine de personnes. La présence de ces encadreurs aussi doit permettre d'accompagner les pèlerins pendant tout le mois qui vont passer à la Mecque. À ce jour, il y a 1077 pèlerins inscrits pour 1044 versements au Mali, dont 7 à l'extérieur. Pour la filière gouvernementale, le pèlerin doit payer 2 355 470 francs CFA, sans compter les frais du passeport, les visites médicales, la vaccination. Et pour certaines agences, ces frais atteignent 2 400 000 francs CFA, tout frais compris. Cette année, l'organisation est déjà avancée, les choses se passent très bien. Et les agences de voyage s'attellent correctement au travail et ils ont enregistré beaucoup de pèlerins déjà, aussi bien que la filière gouvernementale. Et aussi, je remarque que les services de santé sont là et ils font bien le travail, ainsi que les services financiers, en l'occurrence la banque, et aussi l'information se passe bien. Des sessions de formation sur les différents aspects du pèlerinage sont prévues chaque samedi de 10h à 13h du 15 au 20 septembre à la maison du Hajj. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchéman Hubert Koulibaly, a eu une série de visites dans les structures relevant de son département. Au cours de cette visite, le ministre Tchéman Hubert Koulibaly a invité l'ensemble du personnel à l'accompagner en vue de relever les multiples défis auxquels doit faire face son département.
Ce communiqué du gouvernement, avant de poursuivre le cours de ce journal, le gouvernement tient à rassurer l'opinion internationale qu'il suit attentivement la situation à Douentza avec le retour du mouvement pour l'unicité de la djihad en Afrique de l'Ouest, Moujao, dans cette ville. La présence du Moujao est inacceptable et condamnable, même si elle n'a pas la dimension alarmiste qu'on lui prête en termes de menaces contre le reste du pays. Le gouvernement maintient à cet effet un dispositif pour assurer dans les meilleures conditions possibles la sécurité des populations. Au-delà de ce mécanisme de précaution, le gouvernement travaille avec tous ses partenaires africains et internationaux pour accélérer le rétablissement de l'intégrité territoriale et pour mettre fin aux souffrances des populations dans les zones occupées par des terroristes et des narcotrafiquants. C'est parti depuis ce matin ici à Bamako pour le lancement du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. 11 000 filles âgées de 9 à 13 ans seront vaccinées contre cette maladie. L'opération, qui va durer 3 ans, va contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité liée au cancer. Notre reporter Ramata Konaté a suivi le lancement de cette cérémonie et voici son reportage. Le bal s'ouvre avec Maïmouna Sissoko, 9 ans, qui reçoit ainsi sa première dose de vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Gardasil, c'est le nom de ce vaccin destiné à 11 000 filles âgées de 9 à 13 ans. Son administration se fera en 3 doses. Après la première dose, la deuxième dose est administrée 2 mois après. Et la troisième dose est administrée au 5e ou au 6e mois après la deuxième dose. Donc c'est 3 doses au total qu'on doit administrer entre le premier mois et le 6e mois. Le vaccin se fait par la voie intramusculaire dans l'épaule gauche de la fille. Pour cette phase pilote, le Mali a reçu 33 000 doses de vaccin. L'opération, qui va durer 3 ans, devra contribuer à lutter efficacement contre le cancer le plus mortel chez la femme en Afrique subsaharienne. En la matière, les statistiques nous en disent plus. Environ 80% des décès liés au cancer du col de l'utérus dans le monde surviennent dans les pays en développement. En 2008, selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux d'incidence annuel standardisé selon l'âge était de 38% environ pour 100 000 femmes en Afrique de l'Ouest, contre 5,7 pour 100 000 femmes aux États-Unis. Cette prévention du cancer du col de l'utérus concerne les filles de 3 localités surveillées par le Centre de développement des vaccins au Mali. Il s'agit des quartiers de Djikoroni Para et Bankoni à Bamako et du village de Narena dans le cercle de Kangaba. Le Royaume des Pays-Bas au secours des secteurs de l'éducation et de la santé de notre pays. Les Pays-Bas viennent de mettre à la disposition de 4 consortiums d'ONG évoluant dans ces secteurs une enveloppe de 6,7 milliards de francs CFA. Ce programme, qui a été lancé ce matin par une signature de convention, ce programme renforcera les conditions de vie des populations rurales de certaines régions de notre pays. Abdrahman Meiga, compte rendu. 6,7 milliards de francs CFA pour consolider les acquis du projet d'investissement du secteur de l'éducation et du programme décennal de développement socio-sanitaire dans 5 capitales régionales du Mali et le district de Bamako. Voilà en substance l'objectif du programme d'appui au développement des secteurs sociaux de base dans les domaines de l'éducation et de la santé. Financé entièrement par le Royaume des Pays-Bas au Mali pour une durée d'1 an, ce programme sera mis en œuvre à travers 4 consortiums composés exclusivement d'organisations non gouvernementales. Il s'agit des consortiums ICO, Enda Mali et Wale pour la région de Ségou, Plan Mali World Education et SAF pour le district de Bamako, car Aide et Action et Handicap International pour les régions de Sikasso et de Mopti. Le dernier consortium se compose du groupe Pivot Santé Population de la coalition EPT et Sex Diara pour les régions de Sikasso et de Koulikoro. Ensemble, ces 4 consortiums bénéficiaires vont travailler pour relever les défis prioritaires dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Exemple, le renforcement de la synergie entre l'État, les partenaires et les organisations non gouvernementales évoluant dans le secteur, le renforcement du contrôle par la population de la qualité des services rendus par les services sociaux de base et enfin le renforcement de la dévolution préconisée au Mali.
Un ensemble d'activités qui permettront certainement à ce nouveau nid d'atteindre les objectifs escomptés qui sont le renforcement et la consolidation des acquis des domaines de l'éducation et de la santé, tout en assurant la mise en œuvre correcte des plans opérationnels des projets de développement socio-économique et culturel des collectivités territoriales. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célébrera demain, 8 septembre, la journée de l'alphabétisation. Le thème retenu cette année par les autorités est alphabétisation, paix, solidarité et patriotisme. Le choix de ce thème s'explique par l'occupation des régions du Nord par les bandits armés et à l'occasion de cette journée, le ministre de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a fait un message. Nous vous proposons de suivre un extrait donc de ce message qui a été recueilli par Tchemoko Konaté. Chers compatriotes, l'analphabétisme progresse. On compte aujourd'hui 5 342 000 personnes qui ne savent ni lire ni écrire dans une langue quelconque. Ce chiffre est inquiétant et inacceptable. Sans paix, chers compatriotes, il n'y a point de développement. Et le développement passe nécessairement par une bonne formation des ressources humaines. Par ailleurs, pour gagner ce pari, il est indispensable d'accorder le maximum d'attention à l'alphabétisation et de promouvoir une nouvelle citoyenneté afin de développer aussi une solidarité envers toutes nos populations pour un engagement résolu dans la solution de la crise du Nord. Toujours dans le domaine de l'éducation, cérémonie de départ de 100 bénéficiaires de bourses marocaines au titre de l'année académique 2012-2013. Ces étudiants vont étudier dans divers domaines tels le droit public, les sciences économiques et de gestion, les mathématiques et la médecine. Fademba Keita nous en parle. Au total, 298 postulants, toutes séries confondues, ont pris part à la compétition. La procédure de présélection a consisté à classer les postulants par série et par ordre de mérite selon la moyenne obtenue au bac. Le seul critère est d'avoir au moins la mention assez bien au baccalauréat malien. Les 100 boursiers sélectionnés étudieront dans 21 filières retenues par la partie marocaine. Il s'agit notamment des sciences économiques et de gestion, des sciences agronomiques et vétérinaires, des sciences de la terre et de l'univers. L'offre des bourses marocaines a doublé suite à la visite effectuée par le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra en terre sainte du Maroc. Cette cérémonie reflète la qualité exemplaire de la coopération entre les deux pays. Ce partenariat, qui remonte loin dans le temps, se manifeste dans plusieurs domaines. Pour les étudiants maliens, ils seront les ambassadeurs du Mali au Maroc. Donc, ils auront tout ce qu'ils veulent au Maroc, la meilleure formation adéquate. Ils seront les hommes et les femmes de demain. Donc, ils doivent relever les défis qui pourraient se présenter, non pas au Mali, mais dans tous les pays du monde. Les étudiants retenus pour le Maroc au compte de l'année académique 2012-2013 promettent de faire honneur à leur pays, le Mali. Je conseille les autres étudiants de ne pas oublier pourquoi ils sont partis là-bas. Les boursiers maliens s'envolent le 14 septembre pour les différents établissements publics de formation du Maroc. L'actualité hors de nos frontières, en Afrique du Sud, toujours pas d'éclaircie dans la crise de la mine de Marikana. Les grévistes, peu convaincus par l'accord de paix proposé par les autorités, une marche est prévue malgré la libération de quelques-uns de leurs camarades emprisonnés depuis pour faits de violence et de meurtre sur le site. Ils font partie des 270 grévistes arrêtés lors de la fusillade à la mine de Marikana. Après 3 semaines derrière les barreaux, le dernier groupe de mineurs a été relâché hier. Tous restent hantés par le drame qui a coûté la vie à 34 de leurs collègues. J'en ai vu un qui a été touché à la jambe. Le deuxième a essuyé un tir qui l'a tué. Il est tombé par terre. Il tirait au hasard. Si la police a fait ça, c'est parce qu'elle a reçu l'ordre de le faire. S'ils ne sont plus inculpés pour meurtre, ils n'en ont pas fini pour autant avec la justice. Le 12 février, ces mineurs comparaîtront pour violence publique et rassemblement interdit. De retour sur le site de Marikana, ils sont accueillis en héros. On est ravis de retrouver nos frères qui ont été relâchés par la police.
Mais on n'abandonne pas pour autant nos revendications salariales. Le combat continue. Le combat pour faire passer les salaires de 400 à 1200 € par mois. La direction de l'ONMIN et certains syndicats ont conclu un accord. Ils prévoient une négociation sur les salaires en échange de la reprise du travail. Inacceptable pour certains, le noyau dur des grévistes refuse de signer. L'accord stipule clairement que nous devons reprendre le travail lundi. Il ne fait nulle part allusion aux revendications des travailleurs. Il n'est pas question de reprendre le boulot avant que la direction ait accepté nos demandes. Un conflit donc toujours dans l'impasse. 18 ans après la fin de l'apartheid, il révèle la précarité dans laquelle vivent ces mineurs, pivot d'un secteur qui fait pourtant la richesse du pays. En Colombie, ouverture de négociations entre le gouvernement et les rebelles. Le gouvernement vient de durcir le ton face à la demande d'un cessez-le-feu des FARC, les forces armées rebelles. La guérilla colombienne est déjà présente à Cuba pour l'ouverture des dites négociations. Un problème d'aiguillage en attendant que cet élément se mette en place. Je pense que on pourra retrouver l'élément. Le crooner latino Marc Anthony, une star aux États-Unis, entonne l'hymne national. Sur scène, les artistes se succèdent pour chauffer la salle. Sans oublier la très populaire First Lady. Jeudi, les démocrates ont déployé la mécanique des grands soirs pour le coup de leur convention, le discours d'investiture de Barack Obama. Son défi, raviver la flamme de 2008 et son célèbre Yes We Can. Mais 4 ans ont passé et avec eux une présidence marquée par la crise économique et les désillusions. Alors c'est un Barack Obama plus grave qui demande aux Américains de lui confier un deuxième mandat. Nos problèmes peuvent être résolus. Nous pouvons être à la hauteur des défis. Le chemin que nous proposons est peut-être plus difficile, mais il nous mène vers un monde meilleur. Dans les sondages, Barack Obama est au coude à coude avec Mitt Romney. Alors il attaque là où ça fait mal, sur l'inexpérience de son adversaire républicain en matière de politique étrangère. Et Barack Obama de rappeler ses propos malheureux sur l'impréparation des Jeux Olympiques, propos qui avaient piqué au vif le Premier ministre anglais. On n'est peut-être pas prêt à la diplomatie avec Pékin si l'on ne peut pas se rendre aux Jeux Olympiques sans insulter notre allié le plus proche. Un discours acclamé sans surprise par les délégués présents à Charlotte. Barack Obama, lui, est déjà reparti en campagne avec son colistier Joe Biden. Il doit visiter 2 États clés ce vendredi, exactement le même jour que son adversaire républicain. Toutes nos excuses pour ce problème de repérage, vous l'aurez rectifié. C'était plutôt l'acceptation de la candidature du président américain Barack Obama pour les élections prochaines de novembre. À présent, nous sommes à mesure de vous proposer cet élément sur la Colombie, le gouvernement qui vient de durcir le ton face à la demande d'un cessez-le-feu des forces armées rebelles. Une délégation des FARC, la guérilla colombienne, a présenté hier à La Havane la liste des sujets qu'elle compte aborder au cours des futures négociations de paix avec le gouvernement colombien. Le cessez-le-feu arrive en tête. Le cessez-le-feu, nous allons le demander dès que nous nous assiérons à la table. Devant la presse et les diplomates des pays associés aux négociations, les émissaires des FARC ont également fait part de leur volonté d'inclure Simon Trinidad dans le groupe de négociateurs. Simon Trinidad, de son vrai nom Ricardo Palmera, avait été arrêté en 2004 en Équateur, transféré en Colombie, puis extradé aux États-Unis où il purge une peine de 60 ans de prison pour l'enlèvement de civils américains. Devant une 50aine de généraux, le président colombien a réagi aux demandes des FARC. Je vous ai demandé d'intensifier vos opérations. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Ici, nous ne changerons rien.
avant d'arriver à un accord final. Quant à la participation de Simon Trinidad aux négociations, il avait déclaré auparavant que cela ne dépendait pas de lui et avait appelé les FARC au réalisme. L'armée colombienne n'a donc pas l'intention de relâcher la pression sur les rebelles, comme le prouve le bombardement effectué mercredi sur un camp de la guérilla près de la frontière vénézuélienne. Le ministre de la Défense a annoncé que le bras droit de Timochenko, le chef des FARC, avait été tué au cours de cette opération. Un autre acteur s'est invité dans le processus en cours, ce sont les familles d'otages et les proches de personnes disparues qui se sont rassemblées hier à Bogota. Elles ont manifesté leur indignation face aux FARC qui prétendent ne plus détenir d'otages et réclamer que la question soit abordée en premier dans les discussions de paix. La question que posent les familles est la suivante. Pourquoi traiter en dernier les victimes? Pourquoi traiter en dernier les otages et les disparus? Selon l'ONG Pays Libre, les FARC détiendraient encore 405 otages, mais d'autres associations parlent de milliers de personnes encore séquestrées. Retour à l'actualité nationale, le ministre des Mines a rencontré ce matin les membres de la Chambre des Mines du Mali. Amadou Babassi a sollicité le concours de la Chambre pour permettre à notre pays d'accroître sa production minière, une demande à laquelle adhèrent les responsables de la Chambre. Toutefois, ils ont soulevé des préoccupations et fait des propositions pour le développement du secteur minier. Mohamed Diarra, compte rendu. La Chambre des mines du Mali a besoin aujourd'hui d'un coup de main du gouvernement pour jouer véritablement le rôle qui est le leur dans le développement du secteur des mines. Les responsables de cette jeune organisation fêtière au grand complet ont fait part de leurs préoccupations au ministre des Mines au cours de cette rencontre. Au nom des difficultés de la Chambre des mines, le manque de subventions de l'État, la faiblesse de l'allocation issue des patentes additionnelles versées par les grandes compagnies et sociétés minières. La Chambre des mines du Mali se porte très bien. C'est une jeune institution qui vient de commencer et qui a commencé à marcher. Et nous allons pouvoir faire face à notre mission cardinale. La Chambre des mines n'est pas allée les mains vides à la rencontre du ministre des Mines. Elle a soumis un chapelet de propositions concrètes pour le développement du secteur des mines. D'abord, l'identification des sociétés minières et des sociétés de sous-traitance qui échappent au fisc. La Chambre veut aussi être bénéficiaire des fonds de transport routier inter-État et du programme de vérification des importations. Ces fonds sont aujourd'hui perçus et gérés par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Bref, le secteur minier a besoin d'être plus réglementé. Le ministre déclare avoir pris bonne note des préoccupations et des propositions de solutions. Toutefois, il insiste sur le renforcement de la dynamique partenariale. La Chambre des mines se doit être un organe fédérateur, représentatif des intérêts de ses ressortissants, tant au niveau local, national qu'à l'échelle internationale. C'est dire que le département attend de la Chambre des mines qu'elle s'inscrive en droite ligne dans la démarche des orientations visant le développement du secteur minier et d'impulser d'autres actions pour conforter la position de notre pays sur l'échiquier sous-régional. La Chambre des mines du Mali s'est dit disposée à accompagner les efforts des autorités maliennes. Je me reconnais très bien dans le discours du ministre. C'est un discours liminaire pertinent. Il a dégagé évidemment les missions de la Chambre et en même temps il a exprimé une sorte de feuille de route que la Chambre doit mettre en pratique pour son fonctionnement. Les deux parties ont aussi convenu de la création des registres de la Chambre des mines pour l'enregistrement des adhérents. La Chambre exige aussi la délivrance des certificats concernant certains produits miniers du Mali. Signature de convention tripartite entre Ecobank Mali, le ministère des Mines et la coopération des miniers du Mali. L'accord vise la construction de près de 400 logements sociaux destinés aux adhérents de la coopérative des miniers. Adama Djinde, reportage. Une signature avec à la clé 4 milliards de francs CFA. La convention vient d'être scellée entre Ecobank Mali, le ministère des Mines et la coopérative des miniers. L'acte vise la réalisation de 388 logements au profit des adhérents de la coopérative des miniers. L'idée de créer une cité minière fait suite à la volonté du syndicat des travailleurs du secteur minier. La cité minière qui sortira de terre dans 9 mois à Sébenikoro comportera 6 types de maisons F3 et F4 à moins et haut standing. Ecobank a toute une raison
pour accompagner un tel projet gigantesque. Ce financement consistera pour nous, Ecobank, à octroyer des prêts immobiliers aux adhérents de la coopérative des mines qui sont éligibles à nos programmes de financement de crédit. L'accès au logement, comme vous le savez, est un droit fondamental. Si les miniers ont le soutien de Ecobank, la Banque panafricaine, quant à elle, bénéficie de l'appui du gouvernement du Mali. Je vous réitère ici donc tout le soutien de mon département pour le partenariat ainsi enclenché avec la Forêt d'Habitat des Mines. Et l'occasion est opportune pour inviter tous les travailleurs des mines, individuellement et collectivement, à honorer chacun les engagements pris. Ce genre d'initiative doit être pérennisé et décentralisé pour que le maximum de Maliens ait un toit. Le rôle et la place de la culture dans la prévention et la résolution des conflits, c'est autour de ce thème que le ministre de la Culture a rencontré les regroupements des opérateurs culturels et les partenaires sociaux. Tous sont unanimes que l'art est universel, mais la culture est locale. Pour cette raison, la culture a été et demeure et restera aussi l'un des facteurs d'unité, de cohésion. Voilà ce que nous dit dans ce reportage signé Alpha Meiga. Chaque peuple a sa culture et un peuple sans culture est un peuple sans identité. Aujourd'hui, face à la situation que vit le peuple malien, les autorités du ministère de la Culture ont vu juste en rencontrant les regroupements des opérateurs culturels. C'est ainsi que la rencontre a été focalisée sur le rôle et la place de la culture dans la prévention et la résolution des conflits. Tous sont conscients que la culture est un facteur de paix et de cohésion sociale et d'unité nationale. La culture, c'est lié carrément à la vie des populations qui se renouvellent chaque année. Et s'il y a un élément sur lequel le pays a tant insisté, c'est bien l'élément culturel. Je prends le cas de la Biennale. Il n'y avait aucune rupture entre Caille et Kidal. Notre rôle, c'est de bien chanter, composer une chanson et faire véhiculer dans le sang de tous les Maliens comme Africains pour avoir la paix. Le problème qui nous préoccupe tous, le problème du Nord. Au terme des échanges, il ressort que l'art est universel, mais que la culture est locale. Nous avons une grande diversité culturelle, mais nous nous retrouvons tous. Il y a des grands cousinages, mais ces cousinages, si on essaie de voir, on sait que c'est des pactes qui ont été signés. Ensemble, deux ethnies ont décidé de dire que jamais nous ne nous ferons du mal. Et cela passe nécessairement par la culture et l'implication des partenaires sociaux, autrement dit les syndicats de la culture s'avère nécessaire. Des syndicalistes avec lesquels le tout nouveau ministre Boubacar Hamadoun Kébé, ministre de la Culture, a saisi l'occasion pour échanger. Au centre des entretiens, la culture qui a pour socle le brassage des différentes ethnies du Mali. Un Mali pluriel, uni et solidaire. En témoignent les ignames de la région de Sikasso au nord du Mali et le Selgem de Tombouctou acheminé vers le sud. En parlant des ignames de Sikasso, la transition, elle est toute trouvée pour parler de cette activité de la Direction régionale de l'agriculture et la société spécialisée dans la distribution des semences de maïs hybrides auprès des producteurs de la 3e région. Les deux entités viennent d'organiser une visite de parcelles dans les communes de Sikasso et Diomanténé avec les producteurs. Reportage depuis Sikasso de notre correspondant Daouda Djakité. La présente visite interpaysanne organisée par la Direction régionale de l'agriculture en partenariat avec le programme BADA, société fournisseur de semences au Mali dans les communes de Sikasso et de Diomaténé, vise à sensibiliser et promouvoir les nouvelles variétés de maïs améliorées et pallier la problématique des semences en milieu paysan. Sikasso regorge plus de 80% de la production nationale en termes de maïs. Et aujourd'hui, le problème qui se pose aux paysans, c'est d'avoir des intrants de très bonne qualité, notamment les semences. Aujourd'hui, la technologie de pointe, ce sont les hybrides. À travers ce cadre de partenariat, le programme BADA, qui œuvre dans le cadre de l'amélioration du rendement des producteurs,
voudrait accompagner la politique gouvernementale dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire par la diversification des semences. Les céréales aussi occupant une bonne place. Donc nous avons jugé nécessaire de donner, c'est-à-dire aux producteurs, des semences de maïs hybrides de qualité. De Diomatene sur les parcelles de démonstration en passant par Nankundiasa, l'espoir d'un rendement meilleur était perceptible. Au-delà des sentiments de satisfaction, les producteurs ont fait part de certaines contraintes relatives au coût un peu élevé, mais aussi le retard dans l'approvisionnement. Sport, football, week-end des plus palpitants pour nous ici à Bamako, dans le cadre des éliminatoires allées de la CAN 2013. Le Mali reçoit ce samedi le Botswana au stade du 26 mars. Les Aigles sont dans l'obligation de faire un bon résultat avant le match retour prévu au mois d'octobre. C'est pourquoi cette rencontre doit être abordée comme une finale de coupe qui garantira le ticket à la phase finale de la CAN en Afrique du Sud. Ousmane Daou a des éléments pour soutenir cet argumentaire. Ce Mali-Botswana a un accent de finale parce que le vainqueur de cette double confrontation validera son ticket pour la CAN 2013. Cette rencontre sera aussi celle des retrouvailles entre Maliens et Botswanais qui se sont rencontrés en phase de groupe de la CAN 2012. Dans l'histoire, les deux pays se sont affrontés à 3 reprises. À chaque fois, les Aigles ont dominé les Zèbres. La première fois, lors des éliminatoires de la CAN 96, victoire 3-1 du Mali à Gaborone et 3-0 à Bamako. La dernière victoire date du 1er février dernier, 2-1 à Libreville. Mais cette fois, les données changent du fait que les Aigles reçoivent le match aller. Pour espérer jouer la CAN 2013, les choses sont très claires. Faire le maximum à Bamako pour bien négocier le match retour face à une formation qui est quasiment intraitable à domicile depuis quelques années. Les Zèbres l'ont prouvé lors des dernières éliminatoires à la CAN, ne concédant aucune défaite chez eux. C'est dire que ce Mali-Botswana ne sera pas une partie de plaisir. Ça va se jouer sur 2 matchs, donc il faut absolument gagner ces matchs-là. Et après, si on a la chance de faire la différence au niveau de but, il ne faut pas s'en priver. Il faut attendre samedi pour vraiment juger l'équipe. Mais je pense que par rapport au match contre l'Algérie, le niveau de l'équipe n'a pas baissé. Ouais. On n'a pas droit à l'erreur. Et en plus, compte tenu de tout ce que l'équipe a montré de la dernière CAN jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on est en train de franchir un cran. Et j'espère que le samedi, ça sera encore une belle aventure à rêver et à espérer de prendre le dessus sur le Botswana ici à Bamako. Dans le football moderne, il n'y a pas une petite équipe. Quand on regarde qu'ils se sont qualifiés en étant premiers de leur groupe pour la CAN 2012, c'est une équipe à ne pas surtout de le prendre à la légère. Pour ce faire, les Aigles ont besoin du soutien de toutes les composantes de notre football pour rester dans la dynamique de la CAN 2012. Oublier les clivages et les différends, unis face à un défi commun, regarder dans la même direction, c'est à ce seul prix qu'ils viendront à bout des Zèbres du Botswana ce samedi ici à Bamako. Espérons tout simplement que le spectacle sera au rendez-vous et suivi d'une victoire des Aigles. Ce communiqué qui tient à titre de dernier rappel, le ministre de la Défense et des anciens combattants rappelle au personnel officiers, sous-officiers et militaires du rang du 33e régiment des commandos parachutistes qui ne se sont ni fait inscrire ni manifester d'aucune façon qu'ils sont invités à faire diligence au plus tard le 30 septembre 2012. Délai de rigueur auprès des brigades territoriales de gendarmerie ou au camp 1 de la gendarmerie nationale de Bamako. Passé ce délai, toute absence sera considérée comme désertion et traitée comme telle conformément aux dispositions du statut général des militaires et du code de justice militaire.
Et puis nous rappelons cette information émanant du directeur général du budget concernant le paiement des salaires des travailleurs restés à Tombouctou, Gao et Kidal, et ceux en déplacement à Mopti. Ils sont informés qu'ils peuvent percevoir leur salaire du mois d'août au pôle de paiement de Mopti. Les 10 paiements débuteront lundi 10 septembre 2012 à partir de 9h et jours suivants, mardi, mercredi et jeudi au gouvernorat de Mopti. À présent, une page noire dans ce journal. Hamidou Oumar Sy, ancien diplomate, n'est plus. Il a été arraché à l'affection de tous. Cet inspecteur des services économiques de classe exceptionnelle a été accompagné à sa dernière demeure par ses amis, collègues et parents. Amadou Ouattara a suivi le cortège pour nous. Inspecteur des services économiques de son État, Hamidou Oumar Sy est né un certain 24 septembre 1942 à Mopti, où il fit ses études primaires. Après avoir décroché le baccalauréat en 1965, il entre à l'école supérieure de commerce d'Alger. Il est diplômé de cette école en 1968, d'où commence une très riche et longue carrière. Ce n'est même pas un ami, c'est un frère. On a fait tout ensemble depuis 12 ans. On est né à Mopti, on est voisins l'un l'autre, on a fait les lycées, on a grandi, on a dormi ensemble, on a tout fait ensemble. Durant sa carrière, il a occupé plusieurs hauts postes de 1973 à 1974, directeur général du Trésor, de 1977 à 1978, directeur des impôts et des domaines. En 1991, président directeur général de la Banque malienne de crédit et de dépôt BMCD, Hamidou Oumar Sy fut à partir de 1991 successivement ambassadeur du Mali auprès de la Côte d'Ivoire, du Libéria et de la Banque africaine de développement BAD. C'était un pilier de la famille, un bon parent. Tout le monde le regrette dans la famille, petit, grand, femme, homme, enfant, tout le monde. Cet officier de l'ordre du mérite français, chevalier de l'ordre national du Mali et commandeur de l'ordre national de Côte d'Ivoire, repose désormais au cimetière de Nyarela et laisse derrière lui 3 orphelins. Paix à son âme, Hamidou Sy, ainsi va la vie. Nous prions tout simplement Allah subhanahu wa ta'ala de l'accueillir en son sein. Sur ce, se referme ce journal. Demain 13h et 20h, Ndeye Sissoko sera sur ce plateau et comme tous les jours, notez que jusqu'à la libération totale de notre pays, nous serons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Merci et bon week-end à tous. Au revoir.